Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction de l'examen numéro 1 consacré à la compréhension orale. Si tu viens de terminer ton examen de compréhension orale, je t'invite à regarder cette vidéo dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les bonnes réponses sont les bonnes réponses et pourquoi les mauvaises réponses sont mauvaises. Je vais essayer de te justifier tout ça avec des exemples et quelques petites techniques et erreurs à éviter pendant l'examen du DELF B2. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors, ici, comme tu peux le voir, c'est l'exercice 1, la question numéro 1. Les défenseurs des notes se justifient en disant que les notes servent à nous situer dans la classe. Se positionner par rapport aux autres, c'est ce que nous avons entendu. Se positionner en français, ça veut dire occuper une position, occuper une place. Ça peut être une première place, ça peut être une dernière place, ça peut être une quatrième place, etc., etc. Mais se positionner, c'est le synonyme de se situer dans la classe, par exemple. Donc voilà pour la première réponse. Ensuite, on a, depuis longtemps, le débat concerne la suppression des notes à l'école. Faut-il donc supprimer les notes à l'école? On se pose cette question-là. Et quand vous entendez une question comme ça, sous forme de problématique, ça veut dire qu'il y a un débat à propos de cette question. Toutes les autres choses, les conséquences des notes à l'école et les bienfaits des notes à l'école n'ont pas été abordées. Et même si elles ont été abordées, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on débat ou sur lesquelles on se pose des questions. Question numéro 3. Qui sont ceux qui ont le moins peur d'avoir de mauvaises notes? Ce sont les élèves finlandais. Pourquoi? Parce qu'ils sont 44% à avoir peur d'avoir des mauvaises notes. Les élèves allemands, 53%, et les élèves français, 65%. Donc, ceux qui ont le moins peur, ce sont les Finlandais, parce qu'ils ont le pourcentage le plus bas. OK? Maintenant, il faut que tu connaisses le moins peur. Le moins, ça veut dire celui qui a vraiment la plus petite quantité de peur en lui. Okay? Le plus, c'est un superlatif, c'est celui qui a la plus grande peur en lui. Par exemple, le plus grand pays du monde, c'est la Russie. Par exemple, le plus petit pays du monde, c'est la Suisse. Donc c'est important que tu comprennes les superlatifs, le plus, le moins, etc. Maintenant, on a, pour les spécialistes de l'éducation, les notes sont ressenties comme des punitions. Ils disent que les notes sont ressenties comme des sanctions. La sanction, c'est une punition à but éducatif. Donc ici, ressenti comme des punitions, ça veut dire ça en fait. Une sanction, c'est une punition à but éducatif. Une punition, c'est une punition, mais qui n'a pas vraiment de but éducatif. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la différence entre sanction et punition, mais une punition, ça peut être écrit 100 fois « Je ne dois pas courir dans les couloirs ». Il va écrire 100 fois « Je ne dois pas courir dans les couloirs », mais peut-être que ça n'a aucun but éducatif. C'est inutile d'écrire 100 fois la même phrase. Par contre, une sanction, ça pourrait être « Tu vas nettoyer les murs de l'école ». Pourquoi? Parce que tu as écrit sur les murs de l'école. Donc c'est une punition avec un but éducatif qui est de nettoyer pour comprendre son erreur. Donc voilà pour la question numéro 4. Elle renforce l'apprentissage. Non, elle détourne l'apprentissage. L'apprentissage, c'est faux. On n'apprend pas mieux, on est moins concentré. Et après, on dit elles peuvent être motivantes. Non, on dit le contraire. Les notes démotivent certains élèves. Ensuite, on a la question numéro 5. Edgar Faure et François Fillon ont réussi à supprimer les notes. On les remplace de 0 à 20 par A ou F ou par des couleurs. Donc, ils n'ont pas réussi à supprimer les notes.
ils les ont, disons, modifiés. Okay, on a modifié la notation, mais on ne les a pas supprimés. Ensuite, ils ont changé le système de notation dans certains établissements. Donc voilà, ils ont modifié, ils ont changé le système de notation. Avant, c'était de 0 à 20. Par exemple, on avait 1 sur 20, on avait 20 sur 20, on avait 10 sur 20. Maintenant, on a A, B, C, D, E, F ou des couleurs. C'est vert, orange, rouge. Donc, ils ont modifié, changé le système de notation. Et ils ont réussi à réduire le stress des élèves. C'est oui pour François Fillon, mais pour Edgar Faure, on ne sait pas. Okay, donc, il n'y a qu'une partie de cette réponse qui est bonne. Et quand tu as une seule partie de la réponse qui est bonne, c'est 0. Tu ne dois pas cocher une seule partie de la réponse qui est bonne. Qui note les élèves à partir de 12 ans? Ce sont les Suédois, parce que la narratrice dit les élèves ne seront pas notés avant l'âge de 12 ans. Ça veut dire qu'avant 12 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, les élèves ne sont pas notés. Par contre, à partir de 10 ans, ça veut dire à partir de 12 ans, 12, 13, 14, les élèves sont notés. Donc voilà, ce ne sont ni les Danois, ni les Suisses. Ce ne sont pas eux, ce sont les Suédois. Dernière question. La narratrice propose de résoudre le débat en modifiant le système de notation. En gros, il faut garder le système de notation et le réformer. Okay, donc le réformer, ça ne veut pas dire le supprimer, ça veut dire créer une modification pour que ce soit bénéfique. Okay, elle ne veut pas tester la suppression des notes, elle ne veut pas imiter le système choisi par les Suisses, parce que les Suisses ont toujours des notes. Donc voilà pour l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Je te laisse compter tes points. 9 points, on verra combien tu as, 9 sur 9. Tu peux partager ta note dans les commentaires de cette vidéo, avec plaisir. Dorothée déteste les chats. Elle dit clairement « je n'aime pas les chats ». Et le ton sur lequel elle le dit veut dire ou signifie qu'elle n'aime vraiment pas les chats, elle déteste les chats. Donc, est-ce qu'elle a un chat? Non. Et est-ce qu'elle aime les chats? Non. Donc, la meilleure réponse ici, c'était « déteste les chats ». En 9000 ans, le chat a gardé les mêmes gènes. Ce qu'elle dit, c'est le même patrimoine génétique. En fait, les mêmes gènes, c'est le patrimoine génétique. C'est ce mot-là, en fait, qui te donne la réponse, que son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique. Voilà. Ensuite, on a le titre du film est « Les deux ». Les deux, pourquoi? Parce que c'est tueur et si mignon. Donc, on dit que tueur, si mignon, pourquoi les deux? Parce que tueur, c'est négatif, si mignon, c'est positif. Donc, ce n'est pas positif pour les chats, ce n'est pas négatif. Enfin, oui, c'est positif pour les chats, oui, c'est négatif pour les chats. Donc, la bonne réponse, c'est les deux, parce que tueur négatif et si mignon positif. Qu'est-ce qu'un chat arrêt? Un chat qui n'est plus domestique. Pourquoi? Parce qu'un chat qui voit la nuit, c'est un chat qu'on appelle un chat nyctalope. Et un chat qui n'est plus domestique, c'est un chat sauvage. Ok? Et le chat arrêt, c'est un chat domestique devenu sauvage. Maintenant, on a en Nouvelle-Calédonie, les chats sont en majorité sauvages. Non, ils menacent la biodiversité. En fait, ils chassent trop et ils chassent des espèces en voie de disparition. La biodiversité, si vous ne savez pas ce que c'est, la biodiversité, c'est toutes les plantes et toutes les espèces animales qui sont dans un écosystème. Ok? Les chats chassent trop. Ils chassent des espèces en voie d'extinction. Et si ils chassent trop, c'est possible que certaines espèces disparaissent. C'est pour ça qu'ils menacent la biodiversité. Ensuite, on a en Australie
il existe des zones avec très peu de chats. Ce sont les biologistes qui intègrent les chats dans les zones parce qu'il manque de chats. Il n'y a pas de zone réservée aux chats et il n'y a pas de zone avec aucun chat. Peut-être qu'il y a des zones avec aucun chat, mais on n'en a pas parlé dans le document sonore, donc on ne peut pas cocher cette réponse. Ensuite, on a la conséquence de ce reportage créera chez les téléspectateurs du changement. Okay, on a de la peur, de l'attendrissement, du changement. De l'attendrissement, non. Et du changement, je vous explique pourquoi. Parce qu'il dit, on va changer de point de vue en regardant des vidéos de chats mignons. Donc aujourd'hui, quand on regarde des vidéos de chats mignons, on ressent de l'attendrissement. Mais après avoir vu le reportage, la conséquence de ce reportage créera chez les téléspectateurs, c'est-à-dire que après avoir vu ce reportage, les téléspectateurs vont changer de point de vue. Parce que ils n'auront pas peur des chats, parce que les chats sont toujours mignons avec les hommes, et pas d'attendrissement, car les chats du reportage sont méchants. Donc voilà pourquoi ça va créer du changement. Aujourd'hui, on voit les chats, ils sont très mignons. Et après avoir vu ce reportage, on dit, d'accord, ils sont très mignons. Cependant, il existe des chats dangereux qui menacent la biodiversité. Voilà, ça va créer un petit changement de pensée. Voilà pour l'exercice 2. Je te laisse corriger tranquillement. Exercice 3. Le drapeau ukrainien symbolisait l'eau et le feu. Attention, il symbolisait avant l'eau et le feu. Le ciel sur les champs de blé, c'est aujourd'hui. Quand vous avez une question, faites très attention au temps de la question. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est de l'imparfait qui est utilisé. Si c'était du présent, la bonne réponse serait la réponse B. L'eau et le blé, c'est faux. Ensuite, nous avons l'imposition du drapeau par les bolcheviks a duré 70 ans. De 1922 à 1992. Quand vous avez une compréhension orale de DELF B2, je vous invite à prendre des notes si vous avez une question de ce type-là. Vous écrivez 1992, 1922, et pendant la pause, vous regardez tranquillement et vous regardez si c'est 10 ans, 50 ans ou 70 ans. Et ensuite, vous cochez la bonne réponse. La prise de notes pour ce type de question, elle est super importante. Document numéro 2. Cochez la bonne réponse. Il existe 5 vignettes. Non, il y en a 6. Il y a la 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 vignettes. Donc il n'y en a pas 5. Ces vignettes concernent toute la France. Non, elles ne sont que dans 5 villes françaises. Ok ? 5 villes de France. Et ensuite, on a ces vignettes informent sur les émissions des véhicules. La pollution émise par votre véhicule. Le mot à comprendre dans l'audio ici, c'est le mot émise. Ok ? On paye une amende. On paye une amende. Si on n'a pas de vignette, ceci n'est pas dit. Ok ? On n'a pas dit dans le document, si vous n'avez pas de vignette, vous payez une amende. Par exemple, moi, je sais que ces vignettes-là sont dans 5 villes de France. Il y a plus de 1000 villes en France. Si je suis dans une autre ville en France, je n'ai pas de vignette, je ne vais pas payer d'amende. Donc voilà pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. Si on roule sans autorisation, oui. Comme c'est le cas depuis samedi, seuls les véhicules peu polluants sont autorisés à circuler. Sinon, gare au PV. Un PV, c'est un procès verbal, c'est une amende. Vocabulaire un peu pointu. 68 € pour les véhicules légers, 135 € pour les poids lourds. Donc une amende, c'est une pénalité que l'on paye quand on ne respecte pas la loi ou le code de la route. Et là, en fait, quand on parle de 135 €, 138 €, on comprend que c'est quelque chose à payer, donc c'est une amende.
Si on roule pendant un pic de pollution. Si on roule pendant un pic de pollution, il y a des véhicules qui sont non polluants, ils sont autorisés à rouler pendant les pics de pollution. Ok? Donc, la meilleure réponse ici, c'était la B. Ensuite, nous avons l'exercice 3, le document 3. Le CV anonyme permet au candidat de déconstruire ses préjugés. Non, ça permet au recruteur de déconstruire ses préjugés. Un recruteur, quand il voit une femme, par exemple, d'un certain âge, il peut dire « Oh là là, cette femme va tomber enceinte ». Mais si le CV est anonyme, il ne va pas se dire ça parce qu'il ne sait pas que c'est une femme et il ne connaît pas l'âge de cette femme. Donc, déconstruire les préjugés, non. C'est le recruteur qui les déconstruit, pas le candidat. Au candidat d'être embauché uniquement pour son expérience. Non, c'est pas uniquement pour son expérience. Oui, pour son expérience, mais pas uniquement. Il y a aussi ses compétences. Donc voilà, là en fait on a mis qu'une partie de la réponse. Il fallait mettre l'autre réponse uniquement pour son expérience. Non, la bonne réponse aurait été le CV anonyme permet au candidat d'être embauché pour son expérience et pour ses compétences. Mais non, là c'est la C, d'augmenter ses chances d'avoir un entretien d'embauche. Sans anonymat, pas d'entretien. C'est dit clairement, un entretien d'embauche, c'est lorsque le recruteur a envie de nous rencontrer et de nous poser des questions. Mais s'il a des préjugés, c'est compliqué de nous donner une chance avec un entretien. Ensuite, on a, dans d'autres pays, le CV anonyme s'est révélé efficace pour les candidats. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit efficace à l'étranger. Attention, quand vous avez un document sonore en français, comme dans le DELF B2, et qu'il dit à l'étranger, ça veut dire dans d'autres pays, un autre pays qui est différent du pays du narrateur. Ok? Différent de la France en l'occurrence. Et voilà, pour la question numéro 6. Donc voilà, là, je te laisse mettre ta note sur ce graphique qui est au début de ton livre. Si tu as, par exemple, ici 20, tu vas mettre un petit point ici, 20. Ok? Si tu aimes ce livre, je te laisse mettre 5 étoiles sur Amazon et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la compréhension écrite. Allez, à tout à l'heure pour la vidéo de correction de la compréhension écrite.